tous. Merci pour cette présentation. Effectivement, j'ai commencé par la raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette conférence, c'est qu'effectivement, j'ai connu Clément Rosset à l'université. Je l'ai connu en tant que professeur, bien sûr, puisqu'il a été donc à l'université jusqu'en 98, où il a pris, donc en juin 98, il a pris sa retraite anticipée. Je pense qu'il était un petit peu fatigué d'enseigner et il a préféré ensuite se consacrer à son œuvre, puisqu'il a continué d'écrire pendant presque 20 ans. Il nous a quittés en 2018 et je dirais que son dernier grand livre qui apporte encore une pierre à l'édifice, c'est L'Invisible, qui est sorti en 2012 en simultané avec un récit de rêve qui s'appelait Récit d'un noyé. Enfin, des fragments de rêve qui s'appelaient Récit d'un noyé. Alors moi, j'ai connu d'abord Clément Rosset jeune, puisque je l'ai vu dans une émission avec Pollack où il débattait de sa philosophie, ce qui m'avait un petit peu intéressé. Je m'étais un petit peu approché de ses livres. Mais évidemment, j'avais, je crois, quelque chose comme 18 ans. Et alors, évidemment, à 18 ans, on a possibilité d'avoir accès à des philosophes, évidemment, mais j'avais un peu de mal à rentrer dans ces textes. Je m'étais un petit peu confronté à quelques-uns dans la collection de Minuit. Et puis, par la suite, j'avais continué de le lire et j'avais appris qu'il était professeur à l'université de Nice. Et c'est comme ça que je suis rentré en philo. C'était d'abord pour suivre les cours de Clément Rosset. C'était une vocation qui était celle de suivre un philosophe. Et puis, j'ai été prisonnier d'une rencontre et je suis devenu moi-même professeur de philosophie. Alors évidemment, Rosset, quand il était professeur de philosophie, évidemment, il ne professait pas véritablement sa philosophie, il était même plutôt discret avec ça. Et puis, c'était quelqu'un d'assez atypique, il faut le dire, assez distant parfois avec nous, mais qui avait, quand on connaissait bien, un certain humour, un peu un humour anglais, et qu'on retrouve effectivement dans les livres de Clément Rosset. D'ailleurs, je vais en parler durant la conférence. Alors, Rosset est une philosophie qui est assez connue d'un petit public, d'un petit cercle d'amateurs, il a quand même un public qui le suit et qui l'apprécie énormément. Mais c'est vrai que ce n'est pas un philosophe comme on peut l'entendre, c'est un philosophe grand public, ou en tout cas un philosophe médiatique. Il passait d'ailleurs pas extrêmement bien dans les médias, il passait assez peu, mais c'est un philosophe qu'il faut suivre et qu'il faut lire. Alors pas à pas, il a plusieurs parties dans sa philosophie. Il y a d'abord la première partie qui commence avec un premier livre qu'il a publié très jeune, puisque quand il écrivait, il était encore à Janson de Sailly. Je crois qu'il était en terminale, donc il était extrêmement jeune, il avait 17-18 ans. Et ce livre est sorti en 61, il avait 21 ans, était jeune normalien, je crois il passait l'oral au moment où le livre est sorti, l'oral de Normal Sup, et ça s'appelait La philosophie tragique. Donc ce premier texte relève un peu les obsessions, montre un peu les obsessions, révèle les obsessions, les premières obsessions en tout cas de Rosset. Et ces premières obsessions, c'est évidemment le tragique, la joie, Nietzsche. Et puis par la suite, on verra qu'il est aussi très influencé par Schopenhauer, puisqu'il fera deux textes sur Schopenhauer, dont une maîtrise qu'il aura fait sur Schopenhauer qui s'appelle Philosophie de l'absurde, et qu'il publiera aux éditions PUF. Alors la philosophie de Clément Rosset, elle ne commence pas vraiment avec le réel, puisque la philosophie du réel commencera avec ce livre, Le réel et son double, qui ne paraît qu'en 1976. Là, nous sommes en 1961. Donc, elle commence par le tragique. Et le premier ouvrage donc, de Rosset ne montre pas simplement un goût pour le tragique ou pour Nietzsche, il montre aussi un goût pour les anciens et une vision très personnelle du tragique qui est, dès le premier texte, indissociable de la musique. D'ailleurs, si on devait parler de Nietzsche, on dirait que c'est un philosophe musicien, mais on pourrait tout autant le dire de Rosset, puisque c'est non seulement un philosophe musicien, Rosset, mais aussi peut-être un musicien philosophe. Quand on lit bien Rosset, on s'aperçoit d'ailleurs que toute son œuvre est traversée par la musique. C'est d'ailleurs une obsession chez lui, la musique, et il concilie la musique avec cette vision jubilatoire qu'il a du monde, parce que, évidemment, il ne faut pas oublier que Rosset recherche, à travers une vision tragique, à fonder un sentiment de jubilation face à ce qui est.
Donc voilà un petit peu l'idée. D'ailleurs, il sera très sensible, et il le répète d'ailleurs à loisir dans ses livres, sera très sensible à cette phrase très célèbre de Nietzsche: la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Donc, d'ailleurs, il en parlait même dans ses cours de la musique à l'université. Il nous avait souvent cité cette phrase à l'université. Donc, si la musique est aussi importante pour Rosset, c'est d'ailleurs le cas aussi pour Nietzsche ou pour Schopenhauer, c'est parce que la musique exprime la quintessence de la vie. Donc, elle exprime pour lui la quintessence du tragique. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle il va autant, si j'ose dire, s'intéresser dans sa philosophie à la cohérence musicale qui va permettre, si j'ose dire, de bâtir autour de ces fameux thèmes que sont la joie, le tragique ou encore le réel par la suite. Donc, ce que je disais, c'est que Nietzsche est un des grands inspirateurs de Rosset, avec évidemment Parménide, ça a été d'ailleurs cité dans la présentation, mais il ne faut pas oublier évidemment Schopenhauer, auquel je vous ai déjà dit, il a consacré 2 ouvrages, donc Schopenhauer, philosophe de l'absurde en 67, et l'esthétique de Schopenhauer en 69, dans lequel il va montrer que le philosophe pessimiste allemand, donc Schopenhauer, préfigure en fait la pensée de l'absurde des existentialistes des années 60. Donc il va évidemment commencer à bâtir peu à peu sa pensée et pas à pas sa pensée autour de cette joie, la joie de Rosset, qui est en réalité rien d'autre qu'une joie de ce qui est en fait. Voilà, donc évidemment c'est quelque chose qu'il faut comprendre à partir de la pensée des anciens. Réel et tragique sont alors d'emblée dans l'œuvre de Rosset liés par une même allégresse, et cette allégresse, eh bien, elle est fondée sur une lucidité face à l'énigme, face au secret du réel dont on ne peut rien dire. Parce que chez Rosset, évidemment, le réel, on ne peut rien en dire. Et c'est peut-être pour ça, et c'est certainement la raison pour laquelle la musique est aussi importante pour Rosset, comme elle l'est pour Schopenhauer ou Nietzsche, c'est parce que la musique, comme le réel, eh bien, n'exprime rien d'autre qu'elle-même. Voilà un peu l'idée. D'ailleurs, dans dans ce livre, qui n'est pas le dernier au niveau des publications, mais qui est un des derniers à mettre vraiment une pierre à l'édifice de sa pensée, l'invisible, effectivement, il va rappeler à la suite de Stravinsky que la musique ne veut rien dire d'autre qu'elle-même, qu'elle n'exprime donc rien d'autre que des idées musicales, des émotions inédites ou des émotions qui sont proprement musicales. Donc voilà qu'on commence à voir se dessiner une pensée tragique. Il y a quelque chose de tragique dans le réel. Et qu'est-ce qu'il y a de tragique dans le réel ? Eh bien, c'est que celui-ci n'est pas nécessaire. Voilà un peu voilà comment se profile, si j'ose dire, l'absurde, l'absurde de la vie, et puis bientôt l'absurde du réel. Le réel ne se produit qu'une fois, d'où sa fragilité, d'où le sentiment d'incertitude qui va se produire en nous aussi, et le réel ne peut être ni adapté ni amendé. D'ailleurs, on peut même dire, on peut citer Rosset qui a véritablement des accents parménidiens dans son œuvre, et qui dit dans Le philosophe et les sortilèges, paru en 85, il me semble, exister revient à être soi-même et soi maintenant, ni autre, ni avant, ni après, ni ailleurs, inaltérable, inengendré, impérissable, immobile. Alors, pour ceux qui sont un petit peu familiers de Parménide, bien, je pense que cette phrase de Rosset, qui, je peux d'ailleurs répéter, exister revient à être soi-même et soi maintenant, ni autre, ni avant, ni après, ni ailleurs, inaltérable, inengendré, impérissable, immobile. Alors pour ceux qui sont familiers de Parménide, je pense qu'ils peuvent comprendre. Mais alors évidemment, il faut commencer par dire qui est Parménide. Parménide donc est un penseur grec, et il va fonder une philosophie, une ontologie, c'est-à-dire qu'il va dire l'être est, le non-être n'est pas.
Et alors, ce qui est très intéressant chez Clément Rosset, c'est que lui-même fonde une ontologie du réel. C'est-à-dire que ça va être une philosophie, la philosophie de Rosset, qui va chercher à balayer la métaphysique, à s'en défaire pour revenir évidemment à ce qui est, à ce qui existe, mais qui existe sans pourquoi. C'est un petit peu comme la rose, hein, qui existe sans pourquoi. Eh bien, c'est pareil, ça existe sans pourquoi, et c'est pour ça que c'est tragique en fait, parce qu'il n'y a pas de nécessité aux choses. D'où évidemment les illusions qui vont nourrir, si j'ose dire, ce mystère et dans lesquels on va se réfugier. Parce que évidemment, c'est absurde, nous angoisse ou nous fait peur ou je ne sais quoi. Donc, on se souvient, pour ceux qui connaissent un peu Parménide, hein, qu'il décrivait l'être comme permanent, incréé, sans altérité, sans référence à rien d'autre que lui. C'est un peu cette idée d'être enfin, il prend l'idée de la rose qui existe sans pourquoi, mais c'est cet être qui, finalement, ne nous parle pas, qui est un ici hors d'atteinte, hein, c'est vraiment ça, hein, le réel de Rosset qui va s'inspirer très directement de cet être parménidien est un ici hors d'atteinte, continuellement présent et déroutant. Et donc, si on peut mêler le réel et le tragique, eh bien c'est parce que le tragique se présente comme une révélation soudaine, un savoir qui va vous prendre par surprise. Voilà un peu l'idée. C'est que finalement tout est joué à l'avance dans les entreprises humaines, comme si tout était finalement déjà joué au commencement de l'intrigue. C'est-à-dire qu'en fait, il explique ça à travers 3 contes dans Le réel et son double, que je vais peut-être pouvoir vous lire, pour que vous compreniez comment finalement le réel finalement se joue de nous, mais parce que finalement nous rendons pas compte que le réel n'est simplement que ce qu'il est. Nous voulons toujours essayer de le fuir et c'est pas possible. Donc je vais chercher donc dans voilà les 3 contes, c'est 28 page 28-30. Je vais vous lire ça. C'est très très amusant. D'ailleurs, c'est vrai que quand on lit Rosset, on s'amuse beaucoup. Voilà. 3 autres exemples suffisent à illustrer cette étrange faculté qu'a l'oracle de surprendre tout en ne décevant aucune attente réelle. La légende d'Œdipe, d'après l'Œdipe roi de Sophocle. L'histoire de Sigismond dans la vie est un songe de Calderon, un conte arabe raconté par Jacques Deval dans sa pièce Ce soir à Samarcande. Légende d'Œdipe. Un oracle a prédit aux souverains de Thèbes, Laos et Jocaste, que leur fils Œdipe tuerait son père et épouserait sa mère. Abandonné à sa naissance, sur les flancs d'une montagne, Œdipe est recueilli par les souverains de Corinthe, Polybe et Mérope, qui, en l'absence de tout autre héritier, l'adoptent et l'élèvent comme leur fils. Apprenant la prédiction qui le menace, Œdipe quitte précipitamment Corinthe et ses parents supposés, essayant de fuir son destin. Il rencontrera en chemin son véritable père et le tuera, résoudra l'énigme du Sphinx et entrera dans Thèbes en triomphateur pour y épouser sa mère, veuve du souverain défunt. Histoire de Sigismond. Basile, roi de Pologne, a dressé l'horoscope de son fils lors de la naissance de celui-ci et y a lu que les étoiles destinaient son fils à devenir le monarque le plus cruel qui ait jamais été, un monstre aussi fort sous forme humaine, dont le premier soin serait de retourner sa force contre le roi, son père, pour le fouler aux pieds. Effrayé par ces augures sinistres, il le fait enfermer dans une tour isolée, d'où celui-ci n'a aucune possibilité de contact avec les humains, mis à part son précepteur Clotalde. À sa majorité, il le libère pour un jour et le fait présenter à sa cour afin de vérifier la vérité de l'horoscope. Rendu furieux par 20 années de captivité, il se conduit conformément à la prédiction. Ramené dans sa tour, puis bientôt libéré par une insurrection populaire, qui ne sait plus désormais, Sigismond, qui ne sait plus désormais s'il rêve ou s'il est éveillé, accomplit jusqu'au bout la prédiction de l'horoscope. Ayant pris la tête de l'insurrection, il vainc son père, lequel n'a d'autre recours que de se jeter à ses pieds pour en appeler à son improbable pitié. Mais l'horoscope avait arrêté ses prédictions en cet instant, et selon l'habituelle structure oraculaire, le drame se terminera de manière à la fois inattendue et conforme à la prédiction, puisque la fin du drame surprend l'attente tout en s'accordant précisément avec l'oracle. Devenu sage par son doute quant au réel, il relève son père et lui rend les honneurs dus à son sang royal. Conte arabe. Il y avait une fois dans Bagdad un calife et son vizir.
Un jour, le vizir arriva devant le calife, pâle et tremblant. « Pardonne mon épouvante, lumière des croyants, mais devant le palais, une femme m'a heurté dans la foule. Je me suis retourné, et cette femme au teint pâle, aux cheveux sombres, à la gorge voilée par une écharpe rouge était la mort. En me voyant, elle a fait un geste vers moi. Puisque la mort me cherche ici, Seigneur, permets-moi de fuir, me cacher loin d'ici à Samarcande. En me hâtant, j'y serai avant ce soir. » Sur quoi il s'éloigna au grand galop de son cheval et disparut dans un nuage de poussière vers Samarcande. Le calife sortit alors de son palais et lui aussi rencontra la mort. « Pourquoi avoir effrayé mon vizir qui est un jeune et bien portant ?» demanda-t-il. Et la mort répondit « Je n'ai pas voulu l'effrayer, mais en le voyant dans Bagdad, j'ai eu un geste de surprise, car je l'attends ce soir à Samarcande. » Donc, il commente, je termine sur le commentaire de Rosset, l'analogie structurale des trois histoires est évidente. Dans les trois cas, la prédiction s'accomplit par le geste même qui s'efforce de la conjurer. Oedipe, Basile et Vizir rencontrent leur destin pour avoir voulu l'éviter. Voilà, donc effectivement, on voit que le réel est quelque chose auquel on essaye d'échapper, alors qu'en réalité, le réel, finalement, un peu comme ce que disait Lacan d'une certaine manière, le réel revient toujours à la même place. Ce réel est un ici hors d'atteinte et, comme je disais, continuellement présent et déroutant. Donc, il est impossible, si j'ose dire, d'échapper au réel, et on va pour autant, pour essayer de, quelque part, pouvoir éclairer une part de son énigme, on va essayer de lui donner tout un tas d'explications ou de représentations. Pour autant, on ne pourra, je dis, rien dire de ce réel. Donc à partir de là, il va fonder une toute nouvelle philosophie, enfin une toute nouvelle philosophie qui est là pour le prolongement du tragique, mais cette philosophie, comme il aimait le dire, eh bien, en fait, c'était sa pensée unique. Donc il y a eu une pensée unique autour du réel, et ce réel, eh bien, c'est le réel et sans double, soit vous le prenez évidemment avec ET, soit évidemment avec le verbe être, EST. Donc sans double, ça veut dire sans profondeur, sans arrière-monde, sans masque. À partir de là, le réel est réel, c'est-à-dire qu'en fait, A est A. Et donc, évidemment, vous voyez dans cette définition du réel, A et A, une définition qui est une définition tautologique du réel qu'il a trouvée chez Parménide. C'est-à-dire qu'en fait, le réel semble enfermé dans son principe d'identité et dans le secret de toute identification. C'est ça qu'il essaye de nous montrer à travers ces textes. Donc le réel, finalement, et c'est ce qu'on pourra penser comme étant tragique, mais au sens de non nécessaire, le réel ne peut être rien d'autre que ce qu'il est, et même si l'esprit humain refuse donc un tel enfermement, on l'a vu à travers donc les trois contes que je vous ai lus. D'ailleurs, on peut écouter encore Clément Rosset qui, dans le tout commencement de son livre Le réel et son double, commence ainsi. Donc, rien... attendez, je crois que je me trompe peut-être. Non, ça c'est dans l'école du réel. Donc, dans l'école du réel, il dit, et après je reviendrai au réel et son double, désolé, j'appelle ici réel, comme je l'ai toujours fait au moins implicitement, tout ce qui existe en fonction du principe d'identité qui énonce que A est A. J'appelle irréel ce qui n'existe pas selon ce même principe. C'est-à-dire non seulement tout ce qui ne fait parade d'existence que sous le mode de l'imaginaire ou de l'hallucination, mais aussi et plus précisément ce qui semble bénéficier du privilège de l'existence, mais se relève illusoire à l'analyse pour ne pas répondre rigoureusement au principe d'identité. Donc, je pense qu'il ne sera pas abusif d'affirmer que l'expérience tragique que nous pouvons faire du réel lui-même s'affirme dans ce que Rosset va appeler sa plus simple idiotie, c'est-à-dire sa plus insurmontable insignifiance, qui semble exclure, il me semble, toute métaphysique possible. C'est-à-dire qu'en fait, si je devais le dire autrement, eh bien je dirais que le réel est ce qui est, et le double est ce qui n'est pas. Voilà pourquoi il fait ce fameux livre, Le réel et son double, et je vous le dis à tout hasard, à toute fin utile, quand je lui ai fait signer ce livre, parce qu'il me l'a dédicacé, c'était après un cours, c'était en 1996, j'étais allé le voir à la fin de l'heure, et très timidement, je lui avais demandé s'il pouvait me dédicacer son livre,
Et il m'avait, bon, bien sûr, gentiment répondu oui, il m'a fait sa dédicace, mais surtout à la fin, il m'a dit vous avez de la chance, c'est mon meilleur livre. Alors, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit son meilleur livre. Je pense que tous les livres sont excellents et il y en a même qui sont truculents, comme par exemple Le philosophe et les sortilèges, où je recommande également un tout petit livre qu'il a sorti en 91, il me semble, qui s'appelle En ce temps-là, qui est une référence, enfin, qui est un hommage à son maître Althusser, et dans lequel il montre que Althusser, en réalité, ne croyait pas du tout en ce qu'il professait. Et évidemment, avec son esprit lucide et son humour bien personnel, il s'en amuse un peu, mais tout en étant évidemment respectueux vis-à-vis du maître. Donc, le réel est son double, ça veut dire qu'en fait, le réel est ce qui est, et que le double n'est pas. Voilà un peu l'idée. Et que nous cherchons tout le temps des doubles. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en fait, Rosset dit que le double a pour prétention de doubler le réel. Et le double a pour prétention de doubler le réel en se présentant comme la vérité du réel. En fait, c'est cela qui fait que on va préférer les doubles, et donc on va préférer les arrière-mondes, comme dirait Nietzsche, les arrière-mondes de la métaphysique, parce qu'en fait, on a besoin de nier le réel. D'où ce qu'il montre, la faculté antiperceptive qu'il va appeler le double, justement, et qui va pouvoir s'analyser comme étant finalement une hallucination d'un tout autre réel. D'où la référence à Oedipe. Quand Oedipe se crève les yeux, dans Oedipe roi, c'est encore là, pour Rosset, une attitude de refus du réel. Mais parce que Oedipe refuse le réel, alors il se laisse surprendre par le réel, il pense qu'il aurait pu en avoir un autre, et là, Rosset dit encore une illusion. Idem pour Macbeth, le voilà ahuri devant un destin qui se déroule devant ses yeux et contre lequel il ne peut rien, d'où sa célèbre formule « c'est une histoire dite par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien ». Donc on peut dire que Rosset donne un sens personnel à ce réel qui est inspiré, qui lui vient de Parménide, mais en nous aussi on essaye de définir ce réel, de le décrire. Et alors là, on essaye d'en donner une représentation, ce que ne fait pas Rosset. Il ne donne pas une représentation du réel, il décrit le réel. Nous, on essaie d'en donner une représentation. Et c'est justement là-dessus que la représentation bute. Et sur quoi elle bute ? Eh bien, cette représentation bute sur cette rencontre entre notre intelligence et l'événement qui arrive sous nos yeux. Et qui, c'est ce que montre Rosset, ce qu'il dénonce, hein, quelque part à travers son livre, à travers ses livres, ce réel n'arrive qu'une fois, et il est un piège qui ne prend finalement personne par surprise. Hein, voilà donc un paradoxe qu'énonce Rosset, puisque même si la victime du réel utilise un verrou de sûreté, hein, j'utilise là les mots même de l'auteur, eh bien finalement, ce réel est là, on peut y avoir accès, il suffit de l'accepter. Hein, il suffit de l'accepter, ce réel. C'est d'ailleurs là encore, je pense que ça appartient bien à la pensée grecque. Hein, il faut vouloir que ce qui est soit, et on n'accepte pas ce réel. Voilà un peu ce que nous dit Rosset dans son œuvre, d'où cette folie normale très répandue qui aveugle les hommes et qui ne peut être soignée. Et il écrira d'ailleurs un livre, Principes de sagesse et de folie. Dans l'œuvre de Rosset, le réel n'est pas un concept, c'est une intuition. Donc la philosophie de Rosset commence avec la philosophie tragique, elle continue avec Logique du pire. Alors je passe outre quelques œuvres qu'il avait écrites comme Lettres aux chimpanzés ou Le monde et ses remèdes. Deuxième grande œuvre importante sortie en 71, Logique du pire. Et quand on prend Logique du pire, d'ailleurs, c'était le bandeau de l'édition, la première édition, on voit philosophie terroriste. C'est-à-dire qu'en fait, Rosset va vouloir fonder un terrorisme tragique. Ça va être d'une certaine manière sa seconde philosophie. Et ce tragique, c'est parce que, en fait, pourquoi un terrorisme tragique ? Parce que le tragique va être dans ce texte désormais identifié au hasard, et il permettra à Rosset
de montrer que que Schopenhauer décrit un monde absurde. Mais alors, que veut dire ce monde absurde? Eh bien, en fait, c'est un monde sans nécessité, dont la force aveugle se répète euh, elle-même sempiternellement. Donc, de cette insignifiance, et non de cet insensé, parce que souvent on prend finalement l'idée d'absurde comme étant insensé. En réalité, il faut plutôt voir l'absurde chez Schopenhauer comme chez Rosset comme étant une insignifiance. C'est-à-dire qu'en fait, de la vie, il n'y a aucune révélation à faire. On peut simplement dire c'est comme ça. Voilà ce que nous dit Rosset précisément dans La logique du pire. Et s'il n'y a rien à dire du présent, puisque le tragique est toujours présent, la répétition rengaine peut parfaitement conduire à chercher un échappatoire, c'est ce que j'ai un peu dit plus haut, et donc cet échappatoire, on va essayer de la chercher par la métaphysique. D'où le texte suivant, L'antinature, publié en 1973, qui sera d'abord sa thèse d'État. Il y défend une extase artificialiste du monde, et il cherche en fait à contrer le moralisme, contrer les religions, contrer les idéologies progressistes et politiques, et contrer aussi les philosophies qui prétendent tirer leur force de l'idée de nature dans le simple but de minimiser le hasard. Donc, vous voyez qu'on quitte la métaphysique là pour revenir à la vraie physique, celle qui nous permet de toucher les choses, d'avoir un contact avec elles, et ce qui va, pour Rosset précisément, nous libérer de l'angoisse, qui va permettre l'extase, parce que, bon, je me répète, la philosophie de Rosset, quand on la lit, on le ressent bien, c'est une philosophie de la jubilation, c'est une philosophie de la jubilation, de l'extase, de l'allégresse. C'est certainement pas une philosophie pessimiste, ni une philosophie du suicide, comme ce sera pour son ami Sioran, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, tandis que, c'est ce que nous dit Rosset l'antinature, tandis que le naturalisme nous condamne à une recherche sans fin du sens, Rosset prétend opposer donc à ces 2000 ans de naturalisme en philosophie, une philosophie artificialiste, ce qui lui permettra de libérer l'existence en libérant le hasard. Donc le fameux tragique, c'est le hasard qui arrive sans nécessité, puisque c'est bien le contraire justement de la nécessité que le hasard. Évidemment, donc, ça débouche forcément en 1976 sur Le réel et son double, où là, désormais, va commencer je pense, la plus grande partie de son œuvre, qui est certainement la plus jubilatoire et la plus intéressante, et qui va se présenter très différemment, finalement, des débuts. Dans Le réel et son double, il inclut désormais l'expérience tragique dans une expérience qui va être bien plus large, celle du réel. Et il va aussi quitter un peu l'esprit de subversion qu'il avait avec Le monde et ses remèdes, la philosophie tragique. D'ailleurs, dans une préface qu'il écrira bien plus tard, il va désavouer un peu cette œuvre qu'il trouvera un peu trop juvénile. Bon, il cherchait à dynamiter tout, bref. Donc aussi philosophie Lettres aux chimpanzés, etc. Là, il va être beaucoup plus sage, si j'ose dire, mais cette sagesse, c'est une sagesse philosophique, bien entendu. Il va quitter l'esprit de subversion et il ne va plus chercher à réduire au silence les métaphysiques naturalistes ou toutes les superstitions qui vont avec, même si le réel, si j'ose dire, n'est pas encore défini comme il l'était dans l'antinature, à savoir ce qui ne se donne pas à penser, ce qui s'éprouve comme réel dans la dérobade permanente de la représentation et de l'interprétation. Donc, pas de métaphysique du réel chez Rosset, mais plutôt une ontologie du réel. On est très loin de Rousseau, on est une ontologie du réel. J'insiste beaucoup sur cette notion d'ontologie du réel. Donc, parce que dès le réel et son double, évidemment, là, on sent parfaitement les accents parménidiens de Rosset. Il va le dire d'ailleurs dans son École du réel, qui publiera là en 2008, celui-ci. Il va dire que sa quête est assez proche d'une enquête sur l'être. Je vais d'ailleurs lire ce passage.
Ce sujet unique n'est au fond que l'exposé d'une conception particulière de l'ontologie du savoir, de ce qui est, comme l'indique l'étymologie du mot. Ma quête de ce que j'appelle le réel est très voisine de l'enquête sur l'être qui occupe les philosophes depuis les aurores de la philosophie. À cette différence près que presque tous les philosophes s'obstinent à marquer, tel naguère Heidegger, la différence entre l'être et la réalité commune, alors que je m'efforce pour ma part d'affirmer leur identité. Donc voilà un peu ce qui va maintenant intéresser Rosset dans son œuvre. Ça va être évidemment de mener une enquête qui va permettre à Rosset de dénoncer toutes les illusions humaines. Et notamment, on a pu le voir dans le précédent texte, Le réel et son double, l'illusion oraculaire, puisque le réel se dérobe aux yeux et que ce n'est non pas le mystère dans les choses dont il faut parler, voilà ce qu'il dit, mais d'un mystère des choses. D'où le double, dont on peut dire évidemment des milliers de choses, alors que le réel, lui, on ne peut rien en dire, puisque ce que dit Rosset précisément, c'est que le singulier est singulier et c'est tout. Il va alors évidemment faire dans son œuvre une critique de la métaphysique, puis aussi peut-être une théologie du camembert, ça a été cité dans la présentation, puisqu'il va prendre l'exemple du camembert pour, un peu comme Descartes prendra l'exemple du morceau de cire. Rosset, qui est un petit peu irrévérencieux avec tous les philosophes, puisque à partir du réel et son double, quand il convoque les philosophes, c'est essentiellement pour s'en moquer. Alors là, très sérieusement, Descartes, dans les méditations métaphysiques, utilise l'exemple du morceau de cire pour vérifier si véritablement la perception est suffisante pour fonder une connaissance, qu'est-ce qu'il ne faut pas en revenir à l'entendement, etc. Rosset, lui, il veut dénoncer le réel, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il utilise le camembert. Alors là, c'est pareil, je ne résiste pas à vous lire le passage. Considérons par exemple un camembert posé sur mon assiette. Son aspect, sa couleur, sa pâte sont caractéristiques. Son parfum et sa saveur, lorsque j'y goûte, confirment aussitôt la nature de son identité. Je puis donc déclarer sans aucun risque d'erreur, voilà du camembert. Or, qu'est-ce exactement que je dis lorsque j'identifie ainsi mon fromage à ne pas m'y méprendre ? Comme camembert, je dis sans doute que ce fromage appartient au genre de ceux que j'ai précédemment reconnus comme camembert, qu'il n'est ni Brie, ni Livaro, ni Pont-l'Évêque, ni quoi que ce soit d'autre que du camembert. Mais cela ne m'apprend rien sur la nature spécifique de cette saveur et de ce parfum dont je m'aperçois à y réfléchir, que je serais bien en peine de le décrire en tant que tel. Que ce camembert évoque irrésistiblement ceux que j'ai déjà dégustés et puisse ainsi être immédiatement identifié comme camembert ne me renseigne pas quant à l'identité de sa saveur. Je sais que celle-ci est différente de toute autre saveur, et c'est là tout ce que je sais et peux dire d'elle. Car dans le temps même où je l'ai reconnu comme camembert, je l'ai identifié comme incomparable, c'est-à-dire précisément non identifiable par le biais d'une équivalence éventuelle. Tout est dit dès lors et il n'y a rien à ajouter. Toute description supplémentaire serait aussi laborieuse et vaine qu'une rédaction de collégiens priés un jour de rentrer, de composer sur le thème de ses souvenirs de vacances. Ainsi, restons cois et secs à l'égard du réel en général, dès lors qu'on entreprend d'en décrire le caractère majeur, je veux dire la singularité. Son intérêt et sa saveur sont hors de question, mais l'évocation en est rendue malaisée par la qualité même qui en fait le principal caractère d'être sans prix, parce que sans réplique, sans valeur assignable, parce que sans exemple par lequel mesurer celle-ci. Le rapport le plus direct de la conscience au réel est ainsi un rapport de pure et simple ignorance. Alors, vous avez vu comme Rosset s'amuse dans cette espèce de théologie négative du camembert. Voilà du camembert, tout est dit dès lors, et il n'y a rien à ajouter. Voilà ce qu'il dit dans l'objet singulier. Donc le camembert, ce camembert que vous mangez peut-être tous les jours régulièrement, et dont vous croyez reconnaître des saveurs, une odeur, etc., eh bien en réalité, c'est un objet singulier qui échappe à la compréhension et à la représentation. Donc, du camembert, voilà ce qu'il nous dit, du camembert, on ne peut rien en dire.
Ceci sera énoncé clairement dans le réel et son double, puisque il dit, comme toute manifestation oraculaire, la pensée métaphysique se fonde sur un refus comme instinctif de l'immédiat, celui-ci soupçonné d'être en quelque sorte l'autre de lui-même, ou la doublure d'une autre réalité. Donc effectivement, ce qu'il dit, c'est que dès lors que l'on veut essayer d'interpréter le réel, de se le représenter, on part dans la métaphysique. On part dans la métaphysique, on part dans quelque chose qui effectivement échappe à l'évidence, échappe à ce qui pourrait nous sembler évident. Le réel est singulier, mais il crève les yeux. Et si on ne le voit pas, eh bien c'est parce que notre vue est obstruée par les illusions métaphysiques. Alors, les illusions métaphysiques, pourquoi ? Eh bien parce que le réel a quelque chose de parfaitement intolérable. Qu'est-ce qui est intolérable ? Eh bien, c'est que le réel est ce qu'il est et qu'il n'est en réalité rien d'autre que le réel. D'où les premiers mots du réel et son double, qui sera donc cet ouvrage pilote de la pensée de l'idiotie du réel, sans aucun espoir d'évasion, si ce n'est le déni d'un réel irréversible. Et il commence, c'est magnifique, il commence par « Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel. Cette faculté se trouve si souvent prise en défaut qu'il semble raisonnable d'imaginer qu'elle n'implique pas la reconnaissance d'un droit imprescriptible, celui du réel à être perçu, mais figure plutôt une sorte de tolérance conditionnelle et provisoire. Tolérance que chacun peut suspendre à son gré, sitôt que les circonstances l'exigent, un peu comme les douanes qui peuvent décider du jour au lendemain que la bouteille d'alcool ou les 10 paquets de cigarettes, tolérés jusqu'alors, ne passeront plus. Si le voyageur abuse la complaisance des douanes, celles-ci font montre de fermeté et annulent tout droit de passage. De même, le réel n'est admis que sous certaines conditions, et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. Quant au réel, s'il insiste et tient absolument à être perçu, il pourra toujours aller se faire voir ailleurs. Voilà comment on fonde une métaphysique selon Rosset. On monte une métaphysique comme ça, c'est qu'à un moment donné, le réel est beaucoup trop insupportable, donc on essaye de partir ailleurs, justement. On essaye de partir ailleurs en disant au réel de déblayer le chemin, mais évidemment, il n'y a pas d'ailleurs chez Rosset, vous deviez évidemment vous en douter, il n'y a qu'un ici. Donc l'ici et l'ailleurs, il ne reste de l'ici et de l'ailleurs, il ne reste que l'ici. Je vous avais dit que la pensée du tragique de Rosset était la pensée d'une vie impensable. Et le réel, lui-même, est un impensable, puisqu'il s'éprouve en fait dans la dérobade permanente. Alors qu'en réalité, là où on voit des mystères, là où nous trouvons des mystères dans les choses, eh bien en fait nous nous trompons. Là encore, nous sommes dans l'illusion, nous dit Rosset. C'est en fait, quand on voit du mystère dans les choses, eh bien c'est notre interprétation, c'est notre désir de fuite du réel qui l'y ajoute. Et d'ailleurs, toujours abusivement. C'est comme ça qu'on va construire un double au réel, puisque le double auquel on affuble le réel, finalement, en fait, n'a qu'un seul but, c'est de neutraliser le réel. Je vous ai cité le texte, c'est ce qu'il dit, de neutraliser le réel lorsque ce dernier devient beaucoup trop insupportable, trop désagréable. Et alors à ce moment-là, on va se réfugier dans l'illusion de réel. Mais paradoxalement, ce qu'on doit quand même relever dans cette tentative de fuite, dans ces illusions, en fait, paradoxalement, l'illusion, ça ne consiste pas à se tromper sur ce que l'on voit, mais c'est plutôt, l'illusion, c'est voir insuffisamment ou confusément. C'est qu'en fait, l'illusion consiste à voir très clairement une chose qui se trouve être parfaitement intolérable. Donc, le thème du double a alors là une double fonction, celle de dénoncer toutes les illusions humaines,
donc chez Rosset. Elle a une double fonction, celle de dénoncer toutes les illusions humaines. Donc, c'est ce thème qui est au fondement même de l'œuvre de Rosset. Mais elle est aussi utile à Rosset pour montrer que l'ailleurs, qui n'est qu'un lointain de l'ici, n'est autre en réalité qu'un mécanisme de l'illusion permettant de botter en touche lorsque le réel est bien trop déplaisant. D'ailleurs, cet ailleurs introuvable va quand même nous permettre de rendre vivable, sous la forme de l'illusion tenace, un réel qui, lui, en réalité, est invivable en deux sens. D'abord, il est impossible de le vivre, nous dit Rosset, mais il est également impossible à vivre. Et voilà pourquoi nous allons fonder un double, nous allons fonder des illusions. C'est pour échapper à ce lieu qui est cet ici, dans lequel il est impossible de vivre et en même temps impossible à vivre. Alors pourquoi est-ce que ce réel, comme ça, est si difficile? Alors il l'explique dans un livre qui s'appelle Le principe de cruauté, qui date de 1988. Alors c'est celui-là, voilà, qui est en 88. Donc le philosophe et les sortilèges, c'est 85. Dans le principe de cruauté, il va dire quelque chose de très précis, il va répondre à cette question. Pourquoi est-il si invivable, ce réel? Voilà la question que se pose dans ce texte Rosset. Il se pose la question, pourquoi ce réel est-il si invivable? Eh bien, Rosset va répondre, parce qu'il est cruel, au sens des mots latins, crudelis, crudus, ce qui veut dire que le réel est non digéré, cru, indigeste. Alors là, on peut ressentir encore un peu l'humour de Rosset. Pourtant, il est très sérieux. Cette cruauté du réel relève en fait de l'état éphémère du réel et de son état d'être unique. Alors, évidemment, il est cruel parce qu'il est insignifiant, irrémédiable, sans appel. Le réel crée en chacun un sentiment d'horreur qui va le pousser à voir double. Voilà ce que nous dit Rosset. Pousser à voir double, ça veut dire quoi? Eh bien, ça va nous pousser à dévier notre perception du réel afin d'éviter de le voir, ce qui va fonder une représentation du réel. Et on retrouve évidemment, ce que disait Rosset dans Le réel et son double, mais on retrouve aussi toute une illustration, toute une description de tout ça dans plusieurs textes. Impression fugitive, l'ombre, le reflet et l'écho, qui est sorti en 2004, Fantasmagorie, sorti en 2006, et L'invisible, sorti en 2012. Donc, de ce réel qui nous indigne, eh bien la sagesse, qui est, vous savez, le propre du philosophe, la sagesse nous commande à n'en rien faire. Voilà un peu ce que nous dit Rosset, puisque pour Rosset, s'indigner, eh bien évidemment, c'est le contraire de la sagesse. Donc on voit que Rosset est vraiment, véritablement un philosophe qui est inspiré des antiques, principalement de Parménide, mais on pourrait aussi dire d'Épictète. Épictète voulait nous commander dans son fameux discours sur le bonheur qui est le manuel, dans l'Incipito Manuel, il nous dit il faut se préoccuper de ce qui dépend de nous. Se préoccuper de ce qui dépend de nous, c'est accepter finalement en gros ce qui est. Voilà un peu l'idée. Donc, parce que le réel est, et puisque le réel est ce qui est, eh bien, il faut accepter que ce qui est, et que ce qui n'est pas, n'est pas. Mais, pour en avoir encore parlé récemment avec quelqu'un, c'est le grand drame de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, le grand drame de l'humanité, c'est pas d'accepter que ce qui est, c'est de vouloir forcer que ce qui n'est pas soit. Et c'est là où on n'en finit pas, et ça va apparaître dans tous les textes de Rosset, c'est là où on n'en finit pas de vénérer des idoles et de délaisser le réel, et ce réel que Parménide appelait l'être. Il va y avoir donc à ce moment-là, c'est de cette tautologie, le réel est, vous voyez qu'il y a une tautologie, et d'ailleurs Rosset écrira en 97 un magnifique petit livre qui s'appelle Le démon de la tautologie. Donc de cette tautologie, le réel est, c'est de cette tautologie que l'homme va en tirer son indignation.
mais aussi ses hallucinations, ses fantasmes, qui ne sont rien d'autre en réalité qu'un refus du réel. Donc évidemment, je vous l'ai déjà dit, la doctrine du réel de Rosset, elle semble refuser d'emblée tout platonisme en philosophie. Elle est simplement cette doctrine héritière et continuatrice de Parménide, dont la nécessité de l'intuition fondamentale va s'imposer à l'esprit de Rosset. Et Rosset va considérer que chez Platon, le réel est présenté comme nettement insuffisant, d'où ce besoin, si j'ose dire, de créer un arrière-monde qui sera le monde des idées. Puisque l'âme romantique de Platon, on va dire, en tout cas c'est comme ça que Rosset le décrit, puisqu'il l'accuse de pure hypocrisie, va identifier le réel à l'idée, et il va placer ce réel dans un autre paradigme que dans le domaine sensible, qui est le lieu de l'existence et la corruption du devenir. D'où effectivement la référence tout à l'heure à Héraclite, puisque Héraclite c'est le grand philosophe du devenir. Donc on perçoit effectivement chez Rosset un philosophe qui est profondément anti-platonicien, puisque le réel n'est point ailleurs, c'est vraiment un des grands piliers de sa philosophie. Le réel est ici et seulement ici. On ne peut pas trouver le réel ailleurs qu'ici, et inutile d'aller chercher donc ces contrées vaguement lointaines, puisque tout est ici dans ce monde sensible. Les désirs d'ailleurs, qui sont l'apanage des âmes romantiques, les âmes romantiques qui ont besoin de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, eh bien, seront priés à un moment donné de prendre conscience que toute réalité n'est simplement qu'ici et jamais qu'ici. Pourquoi ? Eh bien parce que, d'une part, toute réalité exposable à la duplication cesse par là même d'être crédible, nous dit Rosset, je le cite, dans l'école du réel. Donc, je répète, pour que ce soit bien clair, toute réalité exposable à la duplication cesse par là même d'être crédible. La pensée du double entraîne ainsi une déception à l'égard du réel. Le plus irréfutable propre à confirmer à jamais dans ses doutes l'apôtre Thomas. J'ai vu et j'ai touché, et pourtant il n'y avait rien. Dieu n'existe pas, je l'ai rencontré. Eh bien, tout ça pour Rosset semble nourrir en fait une sorte de superstition. Et quoi qu'on en dise, eh bien, celle-ci est en opposition vraiment avec la croyance religieuse, puisque le réel est là, et a toujours été là, et là où les hommes s'entretuent, eh bien, en réalité, il n'y a que de la réalité. Tout le reste participe à quelque chose qui est de l'ordre des fantasmagories ou de l'imaginaire. Donc, on peut voir que, on peut ressentir, je pense, à ce moment-là, quand on lit bien Rosset, le tragique de notre existence, cette invisibilité du réel qui est propre de l'objet réel qui demeure, inconnaissable, inappréciable, et évidemment, toute duplication du réel ne serait finalement qu'un leurre. Pourquoi ? Mais parce que, je l'ai déjà dit, il y a une singularité du réel qui empêche toute représentation du réel, toute connaissance, toute appréciation par le biais de la réplique. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la notion d'idiotie du réel. Ce terme idiotie, très important, qu'il va d'ailleurs placer dans un titre, le réel traité d'idiotie, qui sera le texte suivant et qui paraîtra donc juste après le réel et son double. On peut, je pense, être interpellé par ce niveau de lecture du réel que nous permet Clément Rosset. Et on peut aussi être interpellé par le thème de l'insignifiance du réel, puisque il y a quelque chose de contradictoire, c'est que le réel est à la fois insignifiant, mais en même temps il y a une densité du réel. En fait, les deux se concilient. Le réel est tout ce que l'on a, et le réel se suffit à lui-même. Donc, à partir de là,
l'insignifiance du réel devient finalement une certaine densité. Quel est le problème que cela pose? Eh bien, le réel de Rosset, qui est doublement insignifiant, eh bien d'abord, toute réalité sera alors fortuite, et celle-ci précisément. Et il va utiliser, d'ailleurs, pour illustrer ce propos, il va utiliser en l'école du réel l'exemple du fétiche indien disparu dans la bande dessinée de Hergé, L'oreille cassée. Alors, rapidement, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert un livre de Clément Rosset, vous verrez que dès le réel et son double, Rosset s'amuse beaucoup à emprunter à la culture populaire, c'est-à-dire au cinéma, mais le cinéma qu'on pourrait appeler de mauvais genre, comme la science-fiction, le thriller, le roman policier, ou alors à la bande dessinée, à Hergé par exemple. Il va emprunter plein d'exemples pour illustrer son propos. Donc là, ils utilisent Hergé, L'oreille cassée, et à travers cet exemple, il nous démontre qu'il y a le réel et sa copie, qui n'a rien à voir avec le réel, puisque cela dépasse largement la simplicité de cette limite. On peut donc écouter Rosset là-dessus. L'essentiel de l'histoire consiste en la disparition d'un original et son remplacement par une prolifération accélérée de contrefaçons et de doubles. D'abord une contrefaçon, puis une autre, ensuite un double, puis deux doubles, enfin une infinité de doubles. L'original, quant à lui, a disparu, mais dans le même temps, pullulent les faux. On dirait qu'il a suffi que la série soit amputée de son terme initial pour se trouver dotée d'un pouvoir inépuisable de reproduction. L'intrigue trouve ainsi son principal ressort dans cette sorte de lien nécessaire qui semble relier la disparition de l'original à la prolifération des doubles. Comme si l'absence de modèle avait pour contrepartie le pullulement de copies, et comme si on ne pouvait bien copier que ce qui n'existe plus, que ce qui n'existe pas. Donc voilà qu'on voit que non seulement donc dans ce passage que je tire de ce livre L'école du réel, non seulement l'insignifiance du réel demeure insurmontable, mais on voit aussi que tout chemin qui semble emmener ailleurs qu'au réel, eh bien sont eux-mêmes voués à nous reconduire irrémédiablement à cette insignifiance qu'est le réel. Donc il y a un caractère inéluctable du réel qui va conduire les copistes à non pas copier le réel, donc ce qui est, puisque ce qui échappe à toute signification, c'est ce qui est, mais à copier ce qui n'est plus, et ainsi à produire le réel. Toutes les routes, donc, nous conduisent au même résultat. On pourrait dire toutes les routes conduisent à Rome, toutes les routes conduisent au réel. Et cette inéluctabilité du réel, doublée du fait que tout arrive par hasard, nous enferme quoi qu'il arrive, dans l'idée d'insignifiance de tous les possibles et de tous les chemins. L'absurdité donc de toute interprétation chez Rosset, on pourrait dire que c'est cette ontologie que va fonder Clément Rosset et qui apparaît au premier abord comme entièrement décevante. C'est-à-dire quand on lit Rosset, c'est une philosophie déceptive puisqu'il ne vous propose rien d'autre que ce qui est. Cette ontologie, elle parle de l'être, mais si elle parle de l'être, et c'est ce qui va encore être profondément décevant dans l'œuvre de Rosset, c'est qu'elle parle de l'être pour n'en établir que sa totale insignifiance. Donc, il n'y a de l'être, que finalement un être qui n'a aucun message à nous délivrer. Voilà un peu l'idée. L'être, nous dit Rosset, ne recèle aucun logos. Voilà. Donc, voilà pourquoi, pour Rosset, il n'est guère logique qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, pas plus que ça n'est illogique. En fait, vous savez la fameuse question d'Heidegger, pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien, qui va fonder, si j'ose dire, toute la métaphysique. Pour Rosset, il n'y a rien de logique à poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a l'être? Parce qu'il y a l'être, voilà, c'est tout. Mais c'est ni logique ni illogique. Voilà, donc pour Rosset, la quête de Heidegger, d'ailleurs, le sens d'être, c'est rien, c'est qu'une lubie dérisoire. Je me répète, quand dès le réel et son double,
quand Rosset commence à convoquer des philosophes, surtout les philosophes peut-être les plus, si j'ose dire, les plus en vue de l'histoire de la philosophie, je pense à Kant, je pense évidemment à Heidegger et à d'autres, c'est systématiquement pour les tourner en dérision, hein, pour montrer que finalement, principe de sagesse et de folie, on est soit dans la sagesse de l'être, soit dans la folie de toutes les interprétations philosophiques qui auront eu cours depuis Parménide. Voilà un peu l'idée. Donc, il y a quelque chose de très intéressant dans la philosophie de Rosset, c'est le fameux fantôme du réel. Puisque, et je le cite là encore, il va engager donc sa pensée à penser le réel sur le mode en fait du dérisoire, du leurre, mais aussi du dérisoire. Je le cite donc dans encore, donc là c'est le réel, le traité de l'idiotie. Les messages en provenance du réel sont donc toujours finalement indifférents parce que d'une même erreur monotone et insignifiante. Voilà, donc finalement Rosset se répète dans tous les livres, et moi je ne fais que me répéter. Finalement, on aura beau chercher, on aura beau reprendre encore et encore, on aura beau reprendre pour une énième fois notre quête du sens, eh bien, cette recherche aboutira systématiquement à une fin déceptive. Il n'y a rien, rien sauf le réel. Je cite encore Rosset, cette fois dans L'école du réel. C'est cette insistance du réel sur laquelle glisse sans l'atteindre la flèche de l'archer dans l'Iliade. Le détournement du réel qui suggère Pandaros est un détournement du regard, un écart de pensée, invitant à prendre en considération non ce qui est, mais ce qui n'a pas été. Et c'est de même le sort de toute pensée que de n'avoir à choisir contre la tautologie et l'égarement, de ne sortir de la palissade du réel qu'à condition d'entrer dans le fantasme du double. Le réel non advenu, dont se recommande Pandaros pour justifier du réel effectivement advenu, est un réel fantomal, comme tout est fantomal, l'intervention supposée d'Athéna. Donc voilà, le sens chez Rosset n'est jamais opérable, parce que le double n'est jamais possible. L'imminence du réel, comme l'essence même du réel, ne trouve aucune intelligibilité. Et ça, c'est véritablement la morale de Rosset. C'est une morale qui tire d'ailleurs du mythe d'Oedipe, puisque voulant mettre son identité à l'abri d'un double, eh bien le héros de la tragédie de Sophocle va imaginer un fantôme du réel qui, loin de le projeter du réel, n'aura de cesse d'en accélérer sa réalisation et de précipiter l'événement. Donc Rosset, évidemment, interprète, c'est une interprétation très personnelle hein, du mythe de Sophocle, du mythe d'Oedipe, et très loin de Freud, évidemment, et même très loin de ce que voulait dire Sophocle. En fait, il va procéder à une assimilation du réel qui n'est pas anodine. Et on peut, pour comprendre, reprendre l'exemple du camembert que j'ai déjà cité, et comprendre que finalement, ben voilà, le réel est réel, et puis c'est tout. Inutile d'essayer de chercher à identifier ce camembert. On aura beau essayer, voilà, c'est ça, et puis c'est tout. Il n'y a rien à en dire, voilà. Donc le réel a beau exister, on ne sait... D'ailleurs, on ne sait préciser lequel c'est, on ne sait pas préciser où c'est. Pourquoi ? Parce que, alors c'est très amusant, Rosset nous dit le réel est plat. Voilà. Il est plat, pourquoi ? Parce qu'il est singulier et il pourrait être n'importe qui, il pourrait être n'importe quoi. Alors, évidemment, Rosset a écrit pendant presque 60 ans. Sa première œuvre date de 61. On le lit depuis autant de temps, et donc plus de 60 ans, et on ne s'est toujours pas fait à l'idée que le réel était plat, que le réel était singulier, que le réel était, et puis voilà, qu'on ne pouvait rien en dire. Nous, on continue évidemment de donner des interprétations du réel. On cherche toujours à expliquer le réel, c'est impossible pour nous de ne pas chercher à l'identifier, de ne pas chercher à le définir,
Et pourtant, on peut continuer encore longtemps, c'est ce que nous dit Rosset dans toute son œuvre, on peut continuer longtemps encore, même aller dans l'épuisement du langage, on peut utiliser tout un tas de formules, le réel est tautologique et la parole sera vide. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que, je me répète, le réel est plat et le réel est tautologique. Tautologique, le réel est réel. Donc, à partir de là, il va dans le démon de la tautologie. Il va rappeler la critique de Wittgenstein qu'il formulait à propos donc, du réel. Et il va considérer que la contradiction est vide de sens. A égale A, c'est un discours pauvre pour Rosset, bien sûr. Mais toute la force de la philosophie de Rosset, c'est d'avoir justement réhabilité le discours tautologique. Puisque A est A, et A n'est rien d'autre, ni rien de plus que A. Voilà, et cette parole qui est finalement cette tautologie que Wittgenstein va qualifier de parole vide, eh bien, en réalité, Rosset va là encore, d'une certaine manière, se moquer un peu de Wittgenstein en montrant que c'est tout le contraire, que la tautologie dit tout. C'est pas une parole vide, c'est le contraire. Elle énonce une vérité absolue, mais alors, en même temps, elle ne dit rien, c'est vrai. À l'instar de ce que disait d'ailleurs Vladimir Yankelevitch lorsqu'il disait que si tout est rose, rien n'est rose. Mais la tautologie peut évidemment manquer son objet lorsqu'elle s'évertue à apporter une information sur un fait. Elle dit néanmoins quelque chose, c'est ça que nous montre dans le démon de la tautologie Rosset, elle dit quelque chose à propos du réel. Elle dit quelque chose et les lapalissades, les pléonasmes, les redondances, les truismes, les pétitions de principe, eh bien, chaque formule cherche le surcroît d'information en vain et provoque évidemment le rire. Ainsi, on a une vérité profonde dans la tautologie, mais on a aussi des pseudo-tautologies. Donc, Rosset va dire, il note ça dans une de ses œuvres, le langage se confond avec son propre fonctionnement et y cache, pourrait-on dire, son secret. Donc là encore, on a un secret auquel on n'a absolument pas accès. En 1999, il va sortir un livre qui s'appelle « Loin de moi, études sur l'identité ». Et là encore, il va montrer qu'il n'y a pas de secret, qu'il y a un piège, et que ce piège se trouve dans l'identité du moi. C'est-à-dire qu'en fait, dans Loin de moi, qui a un peu surpris d'ailleurs les journalistes qui ont recensé son livre, Rosset va dire que ce qui est le propre de la connaissance de soi, pour savoir, pour au moins en déduire ce que l'on sait, eh bien, c'est l'illusion de toute identité personnelle. Et que souvent, finalement, on confond l'identité personnelle avec l'identité sociale. Je le cite dans son œuvre. L'identité personnelle est ainsi comme une personne fantomale qui hante ma personne réelle et sociale, qui rôde autour de moi, souvent à proximité, mais jamais tangible ni atteint, et qui constitue ce que Mallarmé, dans le premier de ses contes indiens, appelle joliment sa hantise. Mon fantôme le plus familier sans doute, mais enfin mon fantôme. Et un fantôme n'est jamais qu'un fantôme même s'il vous visite de près et décide même parfois à prendre carrément votre place. Donc, ce qu'il dit dans l'identité, dans ce fameux livre « Loin du moi », c'est que l'identité du moi est toujours controuvérée. Et d'ailleurs, en disant cela, il va prendre la formule de Rimbaud, dans Une saison en enfer, Je est un autre, et il va la prendre à contre-pied. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous dire que l'identité du moi est identique de la naissance à la mort. Là encore, le moi ne peut échapper au réel qui l'étreint et il ne peut guère échapper à lui-même. Donc, Rosset va montrer qu'en cas de naufrage, de crise du moi, ça n'est jamais que le moi personnel qui disparaît. Ça n'est jamais que le moi social en fait. C'est le moi social qui va disparaître dans la crise du moi, mais jamais le moi personnel.
Alors de quoi on souffre alors, si ce n'est du sentiment de ne plus exister? Si l'on m'aime bien sûr, c'est que je suis, le je devant être ainsi pris au sens de identité personnelle. Mais là encore, nous dit Rosset, on a affaire à un leurre, puisque le moi social, qu'est-ce qu'il est? C'est le double protecteur, c'est l'identité qu'on trouverait, c'est ce à quoi je peux me raccrocher pour continuer de ressentir le sentiment d'exister. D'ailleurs, en réalité, comme le réel, toutes ces ombres, ces reflets dans le miroir ne sont que des doubles illusoires. Le moi étant finalement, selon les termes de Rosset, idiot, insaisissable, improbable. Donc la position de Rosset vis-à-vis du moi est cohérente avec finalement tout ce qu'il a toujours dit, tous les propos qu'il a toujours tenus vis-à-vis du réel. Dans le réel et son double, d'ailleurs, il déniait déjà à ce moment-là, au moi, le caractère de réalité. Donc, Rosset va faire l'expérience de la dépression. D'ailleurs, je crois que je l'ai connu à ce moment-là. Il était profondément dépressif durant de nombreuses années. Et il en a tiré un livre qui s'appelle Route de nuit, qui est sorti en 99 aux éditions Gallimard. Mais il disait précisément que toutes ces années de dépression n'ont jamais contredit ses théories et précisément ses thèses sur la joie. Parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé du réel, mais voilà qu'il est bientôt temps de terminer. Ça fait déjà plus d'1 heure que je parle, je ne m'en suis pas rendu compte. La question vraiment qu'on doit se poser maintenant, qu'on a bien défini le réel, c'est est-ce qu'on doit désespérer notre sort? Voilà. Est-ce qu'on doit, comme Sioran, se dire que finalement, comme on ne peut pas échapper à ce réel qui d'ailleurs est toujours unique, qui est un événement qui ne se reproduira jamais, qu'on ne comprendra jamais vraiment, auquel on ne pourra jamais échapper, devons-nous, par exemple, nous suicider? Voilà. J'ai beaucoup entendu des gens dire que Rosset, qui était d'ailleurs un ami de Sioran, Rosset était très proche de Sioran. Oui, il était certainement très proche dans l'amitié, mais pas très proche dans les thèses, puisque depuis le premier livre, en fait, Rosset ne cesse de faire, si j'ose dire, l'apologie de la joie, de l'allégresse, de la jubilation. Et d'ailleurs, je vous recommande de lire Rosset, ne serait-ce que pour la jubilation que ça va créer en vous. C'est absolument pas barbant, Rosset, si ce n'est peut-être, si j'ose dire, si je devais dire que ce qui est un peu barbant, c'est peut-être la logique du pire et l'antinature, parce que ce sont des textes extrêmement universitaires, très formels, qui cherchent peut-être un peu à systématiser une pensée, mais qui très rapidement prend d'autres chemins. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, le réel, on ne peut rien en dire. Donc, ce qui a commencé à turlupiner un peu Rosset, c'est comment parler du réel si on ne peut rien en dire. Ça, comment dire l'indicible. Ça commençait à être un vraie problématique pour Rosset. Alors, évidemment, de la philosophie tragique à la logique du pire, alors, il est dans un enchaînement d'arguments. Il essaye peut-être de théoriser, de thématiser très rapidement, puisque l'on voit le sous-titre de logique du pire, c'est éléments pour une philosophie tragique. Bon, d'accord. Mais très rapidement, il se rend compte qu'on ne sait pas comme ça, la méthode n'est pas bonne. Donc il va prendre une autre méthode à partir du réel et son double, et celle-là, il va la garder. C'est qu'en fait, il va d'abord, selon le type très inspiré par la musique, comme je vous ai dit, c'est un musicien philosophe. Il va essayer d'exprimer les choses sans chercher à les dire précisément. Un peu comme la musique. La philosophie, dit Rosset, ne dit pas grand-chose de la vie. C'est la musique qui va nous faire comprendre la vie à travers les émotions, etc. Il va prendre les chemins de traverse et aussi il va beaucoup prendre son temps. C'est pour ça qu'en fait, la question de Rosset, c'est pourquoi s'empresser de dire ce que l'on ne peut rien dire.
hein. Alors, puisqu'on ne peut rien en dire, hein, du réel, pourquoi s'empresser de dire ce qu'on ne peut rien dire? Eh bien, ce qu'on ne peut pas dire, on va essayer de l'exprimer, on va essayer de le montrer, on va essayer de le faire émerger dans un instant unique. Et c'est pour ça que toute son œuvre va, à partir donc le réel et son double, va être une sorte de patchwork. Ce sont des, il va, par exemple, il va utiliser la littérature, donc ça va être moins une écriture philosophique qu'une écriture littéraire. Il va prendre les plus longs détours. Il va évoquer les grandes œuvres de la littérature, il va évoquer les contes, j'ai pu vous en lire trois, la musique savante, le cinéma par exemple, dans l'objet singulier, vous avez tout un chapitre à partir de la page 59 jusqu'à 88, l'objet musical, donc musique et réalité, musique et langage, musique et jubilation, musique et répétition. Il va utiliser aussi Nietzsche et la musique dans une autre œuvre pour exprimer quelque chose qui, si j'ose dire, pourra à un moment donné piéger le réel et le dévoiler malgré lui. Donc il va faire une psychanalyse du réel. Il va allonger le réel sur le divan, puis il va le faire parler. Il va le faire parler, et c'est dans les moments où justement le réel se méfie le moins que va peut-être émerger quelque chose. Donc Rosset prend vraiment son temps. C'est-à-dire qu'à partir de 76 et jusqu'à la fin, eh bien, il y va pas à pas. Il y va, comme dirait Montaigne, à saut et à gambade. Montaigne, alors qu'il lisait beaucoup. Il va, à travers même le cinéma, comme je vous ai dit, souvent populaire, la bande dessinée, il va essayer de piéger le réel, il va essayer de le dévoiler malgré lui, donc comme ferait un analyste avec son patient. Rosset se met en quête et mène une enquête à travers des morceaux de composition et de morceaux en composition en morceaux de composition, à travers des passages de romans, et puis de passage de roman en passage de roman, des passages de films, et puis de passage de film en passage de film. Donc on peut considérer l'œuvre de Rosset plutôt non pas comme une réflexion philosophique systématisée, rationalisée, mais des annotations, hein, un peu comme s'il a noté dans son carnet. C'est des moments de capture, c'est des captures de fragments du réel. Donc, il utilise aussi beaucoup l'humour, un humour à l'anglaise, hein, qu'on peut caractériser par ce recours à la noirceur et à l'absurde. Et d'ailleurs, quand on le connaissait, il avait parfois cet humour quand il avait envie à ses heures. On retrouve cet humour dans ses textes, et j'ai même envie de vous dire que c'est impossible, à mes yeux en tout cas, c'est impossible de ne pas se tordre le rire lorsqu'on le lit. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis toujours en train de rire quand je lis Rosset, et Rosset me donne vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il me donne vraiment, il crée chez moi la bonne humeur. Donc évidemment, il est possible que ce soit une confidence fort peu avouable que de dire qu'on rit énormément lorsqu'on rit Rosset, mais il est vrai que tous ces livres aux éditions de Minuit sont à la fois éclairants et drôles, parce que je pense que Rosset est véritablement un sage éclairé. Il n'est pas quelqu'un qui cherche à bâtir des grandes cathédrales rationnelles, conceptuelles, des grandes théories qui s'imposeraient comme ça et qui donneraient un éclairage particulier, une représentation forte du monde, de la vie, de l'homme. En fait, non. Son œuvre est une œuvre, alors qu'on a longtemps, je pense, considérée comme mineure à cause de ça, mais parce que peut-être qu'on n'a pas bien compris Rosset, il me semble. Moi, je pense que je dirais plutôt que c'est une œuvre vraiment majeure, parce qu'en réalité, il faut le lire beaucoup aussi. Il faut le lire, il faut le relire, faut aussi parfois le laisser de côté, puis revenir. C'est une œuvre qu'on lit toute une vie, hein. Je pense que c'est une œuvre qu'on lit toute une vie, qui est très cohérente, et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est cohérente depuis le début. C'est-à-dire, depuis la première œuvre, celle qu'il a écrite à Janson de Sailly, c'est déjà cohérent. Il y a déjà tout qui est là, et dans un de ses livres, un de ses derniers, Régis Debray,
qui a très bien connu Rosset, il fait d'ailleurs hommage à Rosset, ça s'appelle D'un siècle l'autre, vous le trouvez chez Gallimard en folio. Il dit qu'il a très bien connu Rosset à Janson de Sailly, ils alternaient entre les 19 et les 20, et à un moment donné, bon, ils sont évidemment tous les deux rentrés à Normal Sup. Il avait déjà cette pensée, tout est foutu. Alors évidemment, si tout est foutu, soyons joyeux. Voilà. Hein, puisque tout est foutu, arrêtons de combattre et soyons joyeux. Et ce que dit Régis Debray, c'est que pour lui, tout n'était pas foutu. Certes, il voulait écrire, mais il voulait aussi agir. Il voulait agir pour changer le monde. Rosset avait compris que ça, c'était encore une illusion, c'était encore un fantasme. Voilà pourquoi donc Rosset se met à composer de multiples notes, fait énormément de digressions, il crée dans son œuvre des fragments, et comme je vous ai déjà dit, il est complètement incapable de prendre au sérieux les philosophes, si ce n'est peut-être une poignée, c'est-à-dire, je les ai d'ailleurs notés pour ne pas les oublier: Parménide, Lucrèce, Montaigne, Balthazar Gracian, Spinoza, Nietzsche. Alors, Spinoza, oui, il le prend très au sérieux, très très au sérieux. Nietzsche lui accorde une interprétation très très personnelle et très très forte dans une de ses œuvres, d'ailleurs qui s'appelle La Force majeure. Et donc, hormis cette petite poignée de grands privilégiés qui trouvent grâce aux yeux de Rosset, tous les autres, je vous l'ai déjà dit, il les convoque essentiellement pour se rire d'eux, ou peut-être pour montrer, parce qu'à travers ces philosophes, eh bien, quand ils tombent sous sa plume, il va montrer qu'ils font symptôme, un peu comme dirait Lacan, ils font symptôme. Donc, en fait, si vous voulez, Rosset ne fait pas une critique de la philosophie, c'est pas du tout son but, sinon il serait encore un philosophe classique, tout à fait ordinaire, universitaire. Je pense que vraiment l'université, ça l'a beaucoup ennuyé. Il s'y ennuyait pas mal à l'université, et je pense qu'on l'ennuyait beaucoup aussi, mais et ses collègues universitaires l'ennuyaient pas mal. Il n'avait pas l'air très à l'aise à l'université. Et donc, il ne va pas faire une critique de la philosophie comme un universitaire classique. Il va plutôt essayer de poser un diagnostic clinique. Et ce diagnostic clinique, on peut l'énoncer on peut l'énoncer ainsi: lorsque la philosophie énonce le réel, elle n'en énonce que des illusions. Donc, en convoquant des philosophes comme Heidegger ou comme Kant, etc., on va dire de Platon à Hegel, il va essayer de dénoncer la folie qui préside aux grandes constructions intellectuelles, et il va souligner à travers ce qu'il dira de ces philosophes, il va en souligner le comique involontaire, voire peut-être, c'est moi qui le rajoute, mais pourquoi pas, leur naufrage. Donc, dans cette grande aventure de la raison, celle de Kant avec la critique de la raison pure, dans celle d'Hegel avec la phénoménologie de l'esprit, dans cette grande aventure de la raison, le triomphe étant si évident, si flagrant, nous montre Rosset que, en fait, leur théorie, elle s'écroule d'elle-même. Et elle s'écroule comment ? Dans un rire général. Mais très nietzschéen, ce Rosset, la philosophie de Rosset elle-même prête à rire. Sauf que elle prête à rire volontairement. C'est ce que je vous dis. Quand vous lisez Rosset, personnellement, j'ai lu en ce temps-là, il n'y a pas si longtemps, quand je préparais cette conférence, je me suis marré tout le long, quoi. C'est un livre, ça fait peut-être 40 pages, mais tout le long, vous rigolez. C'est vraiment un rire libérateur, c'est ça que je veux dire. On ne se moque pas d'Althusser, on rit avec Althusser. C'est finir. On rit d'un Althusser qui ne croit pas vraiment en ce qu'il dit, selon Rosset, bien sûr. Et donc, quand Rosset écrit, lui aussi il déclenche le rire. Mais là, c'est volontairement. Il déclenche le rire parce que le rire, il doit être libérateur, il doit être métaphysique par excellence, parce qu'il va dénoncer le comique de la philosophie. Il va dénoncer le caractère risible des grandes constructions de la raison philosophique. Et évidemment, je pense le dire, il va nous mettre de bonne humeur. Moi, je vous dis, chaque fois que je lis Rosset, je suis de bonne humeur, et il va nous garder évidemment en bonne santé. Donc c'est cette philosophie de la grande santé que recherchait Nietzsche, que Rosset trouve.
Et puis évidemment, à travers ces textes très drôlatiques, hein, on retrouve tout le mépris qu'avait ce professeur, mon professeur donc à l'université, pour l'esprit de sérieux qui envahissait les bancs de l'université, puisque alors, surtout nous étions extrêmement sérieux toujours, nous prenions ça très au sérieux. Lui était évidemment beaucoup plus lucide et prenait tout ça avec était un peu plus irrévérencieux. Alors, cette philosophie, elle peut aussi, évidemment, je vous dis, elle peut nous mener au nihilisme et au désespoir, mais je n'en crois rien, parce que finalement, dans cette philosophie, il nous montre que la nausée, que le réel va nous inspirer, parce que le réel est réel et puis rien d'autre, donc le caractère parfaitement injustifié de l'existence, et donc cette idée de cauchemar, hein, qui va nous plonger dans une sorte d'asphyxie du réel, qui est provoquée par cet ici dans lequel on est enfermé, un peu comme une sorte de lieu innommable que décrit bien Beckett. Eh bien, cet ici, il ne faut surtout pas aller chercher un ailleurs. Voilà ce que nous dit Rosset à travers ses œuvres. Ne faites pas comme ces voyageurs de Jules Verne, hein, qui sont toujours en train de chercher un ailleurs hypothétique et illusoire. Acceptez cet ici qui est partout. Il va aussi, dans ses œuvres, utiliser pas mal les rêves. Il va citer pas mal de ses rêves, notamment dans son livre Route de nuit, où il cite d'ailleurs un rêve très amusant. C'est 3 personnes qui sont enfermées dans une pièce, et chacune va dormir à son tour pour que le réel continue d'exister quand eux dorment. Et en fait, on a une sorte d'enfermement, hein, c'est ça qui est très drôle. L'un des rêves exprime le cauchemar d'exister, et auquel on ne peut pas y mettre fin. C'est ça le cauchemar, c'est qu'on ne peut pas mettre fin à la vie. Hein. Il y a cet ici, on ne peut pas y mettre fin, un peu comme on ne pourrait pas se suicider, et donc on est obligé de subir cette vie de laquelle on ne peut pas échapper. Eh bien, c'est un peu comme cet ici dans lequel nous sommes, ce réel dans lequel nous sommes. Ça crée comme un lieu d'enfermement, et ça crée de la condition humaine une sorte de milieu absurde entre l'infini et le rien. Donc voilà que l'on croise évidemment sur An. Je pense aussi à un autre texte qui s'appelle Récit d'un noyé, où il a été sauvé de la noyade, et pendant quelques jours, il va rester inconscient, et il va faire plein de rêves, et qu'il raconte dans Récit d'un noyé. Donc il raconte des tas de rêves dans lesquels il est un bandit, dans lequel il est une personne tout à fait ordinaire, qui ne fait pas grand-chose. Et c'est très drôle de le voir utiliser aussi le rêve pour montrer, pour exprimer sa philosophie du réel. Donc j'en arrive à cette fameuse joie, puisque là, que j'en ai beaucoup parlé, il ne faut pas que ce soit l'Arlésienne, il faut que ça arrive. Donc là où on pense que le suicide serait le seul salut à ce réel, eh bien c'est mal connaître Rosset, qui lui veut nous libérer justement des noirceurs et de la chétivité de l'existence, et il va utiliser la jubilation, il va utiliser la joie, il va utiliser l'allégresse. Donc il y a peut-être ça va vous paraître paradoxal, mais il y a de la joie tragique, c'est-à-dire que comme finalement rien n'est nécessaire, tout arrive et puis c'est comme c'est, voilà, c'est comme ça et rien d'autre, eh bien, puisque tout est foutu, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, soyons joyeux. Et c'est la béatitude qui accompagne le réel, ce réel qui nous stupéfie. C'est parce qu'il nous stupéfie que nous devons, d'une certaine manière, accepter ce réel hasardeux, sans nécessité, fortuit. Voilà. Donc, au suicide de Sioran, Rosset préfère la joie d'exister. Et évidemment, on peut se demander, mais comment s'arranger avec ce que l'on sait, en fait. C'est-à-dire, comment s'arranger avec ce réel que l'on sait accablant. C'est-à-dire, comment être heureux alors qu'on sait que le réel est accablant. Eh bien, justement, il nous dit la seule manière de combattre la nausée, hein, puisque le réel peut conduire à la nausée, eh bien, on peut le combattre qu'à partir de l'allégresse. Donc alors l'allégresse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une accommodation totale avec la réalité. Hein. C'est d'accepter que ce qui est, et puis c'est tout. Et c'est d'en tirer
je veux dire, le plaisir ou la joie d'exister, la joie d'être en adéquation avec le réel, d'être en accord enfin avec le réel et de ne pas fuir constamment dans les illusions, de ne pas chercher systématiquement à échapper au réel en s'inventant un ailleurs qui n'est nulle part puisque l'ici est partout. Donc, chez Rosset, eh bien, il va nous montrer l'allégresse comme étant une grâce, la joie, c'est notre délivrance. Et évidemment, inutile de vous dire que les deux n'effaceront évidemment rien à ce qui est, puisque ce qui est, donc ne pas encore prendre la joie ou la béatitude comme des échappatoires, comme des refuges, pas du tout. C'est un état d'être, c'est une manière d'habiter le monde, c'est une manière non pas d'affronter le réel non plus, parce que là on serait encore à essayer de chercher quelque chose, mais c'est une manière de vivre en adéquation avec le réel. À ce moment-là, vous voyez que Rosset nous empêche de sombrer dans la désespérance, pas de nihilisme passif, morbide et atrophiant. Finalement, la terreur, jusqu'à présent, qui nous inspirait, en tout cas qui jusqu'ici nous inspirait devant ce réel qui était sans saveur, insignifiant. L'accablement de l'existence aussi, que l'on ressent et qui nous oblige comme ça à toujours chercher un ailleurs qui serait cet ailleurs qui serait plus supportable, ou même à chercher un autre moi qui serait beaucoup plus supportable alors qu'on n'a qu'un seul moi et qu'il sera toujours là. Eh bien, soudain, tout cet accablement va se transformer d'un coup en joie de vivre. Et alors, je vais encore citer Rosset, je vais lui donner la parole, dans La Force majeure, dans les post-scriptums au mécontentement de Sioran, je le cite, « Reste pourtant une dernière hypothèse, celle d'une satisfaction totale au sein de l'infime même, semblable à la jubilation amoureuse, telle que le décrit La Fontaine. Hypothèse absurde et indéfendable, répète inlassablement Sioran, mais c'est justement là le propre de la joie de vivre, et je dirais son privilège, que de s'éprouver comme parfaitement absurde et indéfendable, de demeurer allègre en pleine connaissance de cause, en complète possession des vérités qui la contrarient davantage. » Donc voilà, jusqu'ici, le savoir qui nous plongeait en accablement, eh bien soudain, va nous délivrer. C'est pour ça qu'il faut lire Rosset, c'est pour savoir, c'est justement pour arrêter de chercher à échapper au réel, c'est pour arrêter de chercher à s'enfuir ou à fuir dans des illusions, dans des interprétations et des représentations qui ne sont finalement qu'accablement. C'est ça que nous dit Rosset. Le savoir tragique, eh bien, c'est le savoir de l'allégresse, en fait. Bien sûr, il n'y a pas de confusion entre les deux, mais ça nous amène, ce savoir-là, et d'où je dirais, l'importance de l'œuvre de Rosset. Et voilà pourquoi c'est une grande œuvre, et ça, je défendrai toujours cette idée que c'est une très très grande œuvre. C'est une très très grande œuvre d'un sage moderne, d'un sage contemporain, d'un sage de notre époque. Il a vécu avec nous, on l'a connu, alors soit on l'a rencontré personnellement, soit on l'a vu à la télé, soit on l'a écouté à la radio, on l'a lu dans les journaux, on a peut-être ouvert quelques-uns de ses livres, on avait avec nous une sorte de sage antique qui était là et qui nous disait ce qu'il fallait faire pour échapper enfin au réel. Échapper au réel, eh bien c'est l'approuver. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas à échapper au réel, on accepte le réel, on accepte ce qui est. Donc, si jusqu'ici la réalité nous insupportait, eh bien, par l'approbation, voilà la délivrance, voilà le détachement. C'est-à-dire qu'en fait, par l'approbation, qui va devenir une joie, qui va devenir une jubilation, on va enfin pouvoir se détacher de ce qui nous accablait. Et peut-être que la philosophie antique, elle nous apprend justement le détachement. Donc voilà, on ne doit pas considérer réel, on doit pas avoir d'arrière-pensée, pas de remords, il y a une totale suffisance du réel, voilà, c'est tout. Et évidemment, le réel, eh bien c'est, je cite là encore Rosset, et je terminerai là-dessus, le réel est un don toujours renouvelé de sa présence. Et donc, il nous permet, si on accepte ce qui est, eh bien on va être comblé de toute attente de bonheur, puisque le bonheur est déjà là, à travers la joie. Donc c'est moins un philosophe du bonheur qu'un philosophe de la joie, de la jubilation, de la béatitude. Voilà, je vous remercie.